silence constant chaque fois que nous avons sollicité les médias pour communiquer avec nos compatriotes, avec l'opinion nationale et internationale sur des événements marquants de notre vie nationale, sur des événements d'actualité qui appellent une clarification de notre part. Ce qui s'est passé à Douala ces 3 derniers jours méritait, me semble-t-il, que les médias aient notre version des faits ou, en tous les cas, notre récit des événements. C'est peut-être le motif de la conférence de presse de cet après-midi. Mais avant d'y arriver, je voudrais planter le décor. Et après avoir fait le récit des événements de Douala, j'essaierai de tracer quelques perspectives. Donc, mon propos sera articulé autour de 3 points. Le premier point sera notre option fondamentale, l'option fondamentale du mouvement pour la renaissance du Cameroun et les raisons de cette option. Le deuxième point sera le récit des événements qui se sont produits le 30 et le 1er à Douala, et peut-être surtout le 1er et le 2 à Douala. Et le troisième point portera sur comment est-ce que nous envisageons l'avenir, la suite. Je voudrais dans un premier point d'abord planter le décor, et pour ce faire, je ferai quelques brefs rappels historiques. La création du MRC fut un pari sur l'avenir du Cameroun. Un pari qu'il est possible de fédérer les énergies dans notre pays pour proposer une offre politique alternative à celle qui existe et qui gère le pays depuis près de 60 ans. Un pari surtout que l'on peut réussir l'alternance ou la transition, peu importe la terminologie, dans un pays sans passer par la case de la violence, de la guerre. C'était notre pari, ça demeure notre pari. Et ce pari qui nous a amené à formuler le slogan « Changement dans la paix et par les urnes » reste notre option fondamentale au mouvement pour la Renaissance. Nous y sommes arrivés non pas par hasard ou par je ne sais quelle inspiration subie. C'est après une analyse patiente de la situation politique de notre pays. Il nous a semblé que, après la phase marquante des années 1990, où le peuple camerounais rassemblé avait légitimement espéré qu'une nouvelle page de l'histoire de notre politique de notre pays pourrait s'ouvrir, qu'après les atermoiements, les violences déjà qui existaient à cette époque, il était temps que nous sachions raison garder, que nous reprenions notre esprit, et nos esprits animés et tous animés par un même amour inconditionnel de notre pays. Et que si telle était l'option partagée par les uns et les autres, nous pouvions arriver, quelles que soient les différences, à animer la vie politique de notre pays
sur la base des idées et des propositions des uns et des autres, et laisser ensuite au souverain suprême, qui est le peuple camerounais, de trancher, de choisir ceux parmi nos compatriotes qui faisaient des propositions, ceux dont ils choisissaient pour conduire le destin. Ce n'est pas une vue de l'esprit, parce que nous y croyons fondamentalement. On a pu prendre cela souvent pour la faiblesse, pour l'incapacité à faire front. C'est une erreur. Car faire un choix de cette nature, c'est faire un choix difficile. C'est faire un choix du chemin le plus compliqué. En particulier lorsqu'on a affaire à un régime qui est un régime autoritaire et qui est devenu franchement dictatorial. Quand on a affaire à un tel régime, faire le choix du changement dans la paix et par les autres est un pari extrêmement compliqué. Patiemment et année après année, nous avons persuadé et je crois convaincu une bonne partie de notre peuple que c'était possible. Au point où le désintérêt, tous en font témoignage, le désintérêt manifeste qu'ils avaient pour la politique s'est estompé et il y a eu depuis au moins 3 ans un regain réel d'intérêt des Camerounais pour la politique. Je crois qu'en soi, c'est déjà une victoire. D'avoir pu faire comprendre aux Camerounais que leur destin dépend d'eux et d'eux seuls. Or, depuis la création du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, il est apparu très rapidement que son itinéraire était un parcours d'obstacles. C'est un parcours jalonné d'interdictions. Tout ce que les pouvoirs publics savent faire au Cameroun vis-à-vis du MRC, c'est interdire quelque chose. Et ne croyez pas, parce que certains, soit par mauvaise foi, soit par ignorance de l'histoire politique de notre pays, soit par des intérêts sur la trajectoire des uns et des autres, vous font croire que les difficultés du MRC ont commencé à partir du moment où il a contesté le résultat des élections, a revendiqué sa victoire à l'élection présidentielle de 2018. Il n'en est rien. C'est dès le premier jour. C'est même avant la naissance. Je crois que le bébé était rebuté alors qu'il était encore dans le sein maternel. Je crois qu'il devait bouger très fortement. On s'en inquiétait déjà. Pour certains, ils se souviendront de cette journée mémorable du 13 août 2012 à l'hôtel Hilton. Déjà à l'époque, l'hôtel Hilton. Nous avions réservé l'hôtel Hilton. Nous avions fait une déclaration de manifestation avec récépissé du sous-préfet qui n'y voyait aucun écho. Mais le jour dit, on a envoyé la police et la gendarmerie. Nous sommes en 2012, s'il vous plaît. On a envoyé la police et la gendarmerie interdire la réunion. Les motifs, entre autres, de police étaient que on ne prévoyait pas que M. Kamto serait présent. Donc déjà à cette époque aussi. Mais on n'est pas allé jusqu'à l'expulser de Yaoundé. Sans doute, on observait encore. Et les obstacles se sont multipliés. J'en citerai juste quelques-uns à titre illustratif. Toujours en 2013, après 2012-2013, nous voulons tenir un meeting, notre premier grand meeting préparé à Bamoussa. Interdiction, refus de nous donner la place des fêtes où les événements se tiennent naturellement. Nous sommes contraints à aller au stade. Et finalement, de guerre lasse, on tolère. Mais on nous avait refusé de tenir cette réunion. 2014, je vais prendre un événement par an. Alors que depuis 2013, après avoir pris part
aux élections législatives et municipales de 2013, nous avions établi, comme en 2018, de façon irréfutable, que notre code électoral avait beaucoup d'insuffisances qui permettaient des fraudes massives et ouvraient la voie à la contestation ou aux contestations post-électorales. 2014, nous entreprenons donc, après avoir écrit de la présidence de la République jusqu'à l'ELECAM, en passant par les services du Premier ministre, le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la Justice, la police, la gendarmerie, les services de renseignement, que le code était mauvais et qu'il était de l'intérêt de notre pays de faire une révision du code électoral. Nous avons alors entrepris de sensibiliser les Camerounais sur cette nécessité, puisque nos correspondances à ces différentes administrations n'avaient reçu aucune réaction. On parle souvent d'un refus poli. Là, il y avait un silence impoli et méprisant. Nous avons donc entrepris d'imprimer des fiches de sensibilisation des Camerounais et certains de nos camarades, dont notre secrétaire général adjoint qui est ici présent, M. Roger Justin Noir, dont le professeur Foguet, dont M. Thierry Okala, et je ne sais plus qui, vont devant l'Assemblée nationale avec l'intention de sensibiliser les députés, de donner des flyers aux députés pour dire le code est mauvais, faites quelque chose. Nous avons déposé des propositions. C'est vous, le Parlement. Ils ont été brutalisés et le professeur Foguet s'en est sorti avec la jambe brisée. Il est resté plusieurs mois sous le plâtre. Nous sommes en 2014. Il ne faut pas que l'on vous fasse croire que c'est tout cela, toutes ces difficultés sont récentes. Moi-même, je me suis rendu à Douala alors, dans le même objectif, le même but de sensibiliser les populations. On nous a chassés pour chasser d'un marché à l'autre. Et nous sommes rentrés. 2016 ou 2017, si je me trompe, je vous saute d'autres événements. Et nous prévoyons un meeting que nous préparons depuis plusieurs mois à Berthoud. Nous faisons une déclaration auprès de l'autorité compétente qui nous dit tout de go, je vous refuse la place des fêtes parce que c'est la place du RDBC. Nous avons dit, nous en prenons acte, monsieur le sous-préfet, indiquez-nous donc un autre endroit. Il nous a indiqué le stade et nous avons dit merci, on ira au stade. Mais à un peu de temps avant l'événement, je crois une semaine avant, il nous dit non, le stade sera occupé pendant la période. On va organiser des épreuves physiques pour les examens des élèves. Nous avons dit, mais si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Les examens des élèves sont une priorité. Nous attendrons qu'ils terminent leurs examens et nous ferons notre meeting après. Nous avons laissé passer cette semaine et nous sommes repartis voir le même sous-préfet et qui nous a dit « Ah non, il n'y aura pas de meeting à l'Est, vous savez vraiment le contexte. » Non. Dans le même temps, le RDPC tenait ses réunions. Nous sommes allés voir le préfet et nous sommes remontés jusqu'au gouverneur. Et notre cas n'a pas prospéré. Nous sommes revenus à Yaoundé. Et après avoir, juste pour que vous sachiez que nous n'avons jamais laissé une voie juridique non explorée. Après avoir attaqué l'arrêté d'interdiction devant les juridictions compétentes, le juge nous a demandé, qui faisait le dilatoire, nous a demandé enfin d'apporter un dernier papier. Ça, nous étions, je crois, le jeudi, donc 2 jours avant le meeting qui devait se tenir le samedi. Un de nos camarades, en voulant absolument porter le papier, parce que nous voulions absolument être dans la légalité, a fait un accident à Ayos. Je suis allé, toutes affaires cessantes, à Ayos. Il était comme la plupart des autres malades de cet hôpital.
construit depuis la période coloniale et qui est une référence parce qu'il a formé aussi des générations d'infirmiers dans notre pays. Ils étaient dans le noir. Il n'y avait pas de lumière. C'est à la lumière de la torche de nos téléphones qu'on l'a cherché, on l'a retrouvé, abandonné dans une salle. Dans ces conditions, je ne pouvais pas le laisser là. Je l'ai donc pris à bord de mon véhicule et on est venu à l'hôpital central. Malgré tout, il est mort. Il faut que vous mesuriez ce qui se passe dans notre pays. Il ne faut pas écouter quelques bons esprits qui, le soir, alors qu'ils ont passé une belle journée, ils sont repus, vont sur les plateaux de télévision raconter n'importe quoi au Cameroun. Il ne faut pas écouter nos compatriotes qui sont devenus je ne sais quoi, qui passent leur temps sur les réseaux sociaux parce qu'on leur a donné un petit cachet ça et là, à tourner tout en dérision. Ce qui se passe dans notre pays est grave et sérieux. Et je vous dirais que quand on laisse sans rien faire la maison du voisin brûler, il y a de fortes chances que la vôtre brûle aussi. Sinon dans cet incendie, mais dans un autre. Ne prenons pas ce qui arrive aux militants, aux sympathisants du MRC, ou même simplement, parfois à des Camerounais qui ne sont même pas sympathisants du MRC, et qui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Ne laissons pas cela apparaître comme un fait divers sans importance. Donc il en est mort. Quand nous sommes revenus à Yaoundé, je suis allé avec des membres du directoire, le vice-président de notre parti, en délégation. Nous sommes allés au ministère de l'administration territoriale. Rempli une audience pour rencontrer le ministre. On est venu nous dire que le ministre ne nous reçoit pas et qu'il demandait d'écrire et de revenir. Pas qu'il demandait, et la secrétaire nous a dit d'écrire et de revenir, d'attendre. Et nous avons dit, on n'a pas demandé à rencontrer la secrétaire, mais le ministre. Qu'est-ce que le ministre dit? Et on nous a dit, non, attendez, allez attendre. Nous avons dit, on attendra sur place. On est resté dans le hall. Comme notre présence a fini par être disposée, le secrétaire général du ministère est descendu en disant, ah, on nous a reçus. Avec la courtoisie nécessaire, nous avons expliqué au ministre qu'il n'était pas bon qu'on interdit sans aucun motif sérieux une manifestation publique pacifique. Surtout alors même qu'un autre parti politique tenait régulièrement ses meetings, probablement même sans les déclarer. Il nous a dit de partir et de revenir plus tard, parce que je lui avais suggéré de saisir ses collaborateurs sur le terrain à l'est pour qu'ils nous laissent témoigner. Quand nous sommes revenus, il a dit qu'il nous conseillait d'oublier cette manifestation. Je lui ai dit, puisque vous l'avez interdite, elle n'aura pas lieu. Mais j'irai dire à mes camarades à l'Est, qui ont mis plus de 2 à 3 mois à préparer ce meeting, j'irai leur dire la gratitude du territoire de notre parti et leur dire que cette manifestation est reportée et elle se tiendra une autre fois. Il m'en a dissuadé. Il a dit qu'il me conseillait vivement de ne pas aller à l'Est. Je parle du ministre de l'administration territoriale de l'époque qui est vivant, qui est toujours au gouvernement, peut-être pas au même poste, mais il est là. Je lui ai dit que j'avais bien entendu son conseil, mais que je ne pouvais pas ne pas me rendre à l'Est. Et le lendemain, samedi, mes camarades et moi, une délégation, nous avons pris la route de l'Est. Avant d'arriver à l'Est, on nous a fait traverser pas moins de 50 barrières de police. À chaque étape, on nous a bloqués. Des militaires encagoulés, des militaires et policiers encagoulés, nous faisant descendre de nos véhicules. Je me souviens toujours d'une gendarmette qui probablement, à mon avis, venait de sortir du centre de formation qui tenait son fusil de manière hasardeuse. Et je me disais, le coup pouvait partir à tout moment. Et nous sommes allés à Bonis,
avant l'entrée dans le Bertois, on nous a fait un blocage systématique et total. Vous ne bougez plus. J'ai donc dit à mes camarades, on va entrer dans le Bertois à pied. On est descendu tous de nos véhicules et on voulait avancer. Je pense qu'ils se sont ravisés. Peut-être parce que si on entrait à pied, ça devait créer plus de problèmes que si on entrait en voiture. Je vous dis, comme à Douala, c'est le commandant de légion de gendarmerie et tous les officiers de police, les officiers supérieurs de police, c'est-à-dire les commissaires, en tout leur grade, qui nous ont barré la voie, surtout le phare. 2017, je crois, 2017-2018, on sera à Maroua, on doit tenir un meeting à Maroua. Et je signale que pour Bertois, le ministre en question, et nous ne devons pas faire mystère de son nom, il s'agissait alors de M. René Emmanuel Sadi. Et il me dit, oui, mais je dis, mais le RDPC, le même jour, est en train de tenir, puisqu'il invoquait d'ailleurs la sécurité, j'ai dit, il n'y a pas plus de sécurité à Bertois, où le RDPC a tenu un meeting il n'y a pas longtemps, qu'à Maroua, où le RDPC est en train de tenir un meeting. Il dit, oui, mais là, ils sont chez eux. Je n'étais pas chez moi à Bertois. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas tenir le meeting. Il n'y a rien qui arrive aujourd'hui par hasard. Tout est là depuis. Et j'attire votre attention depuis, et j'ai l'impression que personne ne m'écoute. Dans la déclaration que j'avais préparée pour faire à ma démission du gouvernement, je le disais déjà dedans. Le tribalisme d'État organisé, c'était dedans. Et on a bouché les oreilles à l'époque. Quand j'ai redit ça plus tard, on me fustige et tout le monde m'insulte. Mais ce n'est pas grave. Je fais mon travail, chacun n'a qu'à faire le sien. Je parle sur la base des faits, c'est factuel. Je n'invente rien, je n'imagine rien, je vous laisse parler. Quand donc nous allons à Maroua pour tenir un meeting, après notre passage, qui fut le succès que vous avez vu, les vidéos existent, le président de l'Assemblée nationale, pas moi, plus des ministres de la République, certains sont toujours au gouvernement, un d'eux est décédé, avec qui j'avais d'ailleurs de très bons rapports lorsque j'étais au gouvernement. Plus, parmi les plus zélés, celui qui est devenu ministre de la Santé aujourd'hui, M. Manaouda Malassi. Les vidéos existent. On rassemblait tout le matériel du RDPC, du MRC, et l'ont brûlé autour d'affaires de nos t-shirts, de nos écharpes et tout, dans la ville de Maroua. Personne n'a bougé le petit doigt. Personne n'a levé le petit doigt. Tout le monde a trouvé cela normal, en pleine campagne électorale. Parce que quand on n'était pas chez lui à Maroua, qu'est-ce qu'il est venu chercher à Maroua? Qu'est-ce que vous cherchez derrière ce milité? Il faut que l'on se dise les vérités avant que le pire n'arrive. Nous faisons tout pour conjurer le pire. Et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que cela n'arrive pas. Mais s'il y a des gens déterminés au Cameroun, parce que le pire arrive, je crains que ça puisse arriver un jour. Que chacun assumera ses responsabilités. Il est de mon devoir aujourd'hui d'attirer votre opinion, votre attention là-dessus. J'ai donc brièvement planté le débat. Je ne veux pas multiplier les cas où ce sont des camarades ou d'autres qui ont subi les exemples. Vous voyez souvent, vous voyez parfois certains silences, certaines absences de certains cadres importants, de certains responsables du MRC. Et vous pouvez même croire que c'est une désaffection vis-à-vis du parti. Non. Nos militants sont traqués systématiquement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est seulement amplifié. Je dis ici, avec un immense respect et l'admiration chez pour nombreux de nos camarades qui ont tout perdu, qui ont tout sacrifié pour la lutte que nous menons depuis bientôt 10 ans dans notre pays. La lutte pour la justice et la liberté. La lutte pour l'obligation
pour ceux qui dirigent le pays de rendre compte, de bien gérer nos ressources communes, de ne pas laisser le pays sur une mauvaise pente. Nombreux parmi eux ont été torturés dans les commissariats de police, dans les brigades de gendarmerie et dans le centre de torture national qui est devenu le CEP. Ils ont été torturés. Vous connaissez les images. Donc je parle de manière factuelle. Comment ne pas rendre hommage à eux-mêmes et à leurs familles pour autant de sacrifices? Ce n'est pas Kanto qui importe. Ce sont ces Camerounais anonymes qui sacrifient tout, qui payent parfois le prix de la dislocation de leur famille, de la destruction de leur vie. Combien d'avocats du MRC ou d'avocats travaillant pour le MRC ont vu leur dossier être retiré par des clients établis? Maître Méli, Maître Si, Maître Sikati, Maître Dubissi et d'autres encore, qui ont vu des clients, des dossiers qu'ils avaient être retirés parce qu'ils sont avocats du MRC. Il y a une ONG qui est quasi-ONG, quasi-institution internationale de Yaoundé, bien établie, qui a retiré son dossier à un de nos avocats. Il y a un des plus grands hôtels de la place de Yaoundé qui a retiré son dossier à un de nos avocats. Que dire des chefs d'entreprise qui ont perdu leurs entreprises? Quand on ne les a pas obligés, on n'a pas pu les contraindre à chasser des militants du MRC qu'ils employaient. Non pas parce qu'eux-mêmes étaient des militants du MRC ou des sympathisants, seulement parce qu'ils employaient des militants du MRC. Donc ce n'est pas, je ne suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort. Croyez-moi, j'assume tout ce que j'ai fait dans ma vie depuis toujours, depuis ma tendre enfance. Je n'ai jamais signé un article sous pseudonyme. Donc j'assume mes actes. Mais je suis là pour attirer votre attention et vous sensibiliser sur ces situations de Camerounais qu'on broie. Parce qu'ils ont dit quoi, mes chers compatriotes? Parce qu'ils ont dit qu'il faut qu'on arrête de faire couler inutilement le sang de nos compatriotes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce qu'ils ont dit qu'il faut que l'on révise de manière consensuelle le code électoral pour avoir des règles de jeu qui soient acceptables pour éviter les soubresauts ou les crises post-électorales dans notre pays. Parce qu'ils ont été les premiers à dénoncer justement la mauvaise gestion de la canne. C'est le MRC, parmi les premiers. Dès lors qu'on a parlé de glissement et on a donné des chiffres, et nous avons demandé qu'on rende compte. On nous arrête et on arrête tout ce qu'on a arrêté en 2019. Pourquoi? C'était les trois thématiques. Rendez compte. Nous avons dit, nous refusons le hold-up électoral. Le code est mauvais. Tirons les conséquences de ce qui s'est passé en 2018 en révisant le code électoral pour que cela ne se reproduise plus. Arrêtez de faire couler le sang des Camerounais, des militaires des forces de défense du Cameroun, comme des sécessionnistes ou séparatistes, et surtout des populations civiles innocentes. Ces enfants de 5 ans qui brûlent dans le feu, les flammes de leur taudis. Ces enfants que l'on abat au hasard dans les rues de Bamenda et de Limbe ou de Bouya. Enfants de 5 ans, 7 ans. Nous sommes des parents, nous sommes des frères ou des sœurs. Nous ne pouvons pas être indifférents face à cela. C'est notre devoir de dénoncer. C'est notre devoir de dire que ça n'est pas bon pour notre pays, de donner cette image-là de nous. Allez dans tous les quartiers où nous avons des populations déplacées des régions anglophones. Quelques personnes, j'évite de les qualifier, mais quelques personnes, sans doute,
beaucoup trop intelligente. On dit que je faisais de la crise du Nozo mon fonds de commerce ou je ne sais quoi encore. Vous voyez jusqu'où on peut aller. Parce qu'on s'indigne de la mort d'enfants innocents. Cela veut dire que vous en faites votre fonds de commerce. Avec le gouvernement, y compris jusqu'au quotidien national, on titrait pour dire que je finance et que le MRC finance les séparatistes. Et on peut dire ça au Cameroun, écrire cela par le journal gouvernemental, et cela ne dit rien à personne. Et passer dessus. C'est ça que nous sommes devenus. Un pays et un peuple de l'acceptation jusqu'à l'impossible, jusqu'à l'inacceptable. Il vous souviendra qu'une personnalité de premier plan de ce pays, pas moins que le président de l'Assemblée nationale, a dit un jour à l'hémicycle que les Boko Haram sont parmi nous. Nous, au MRC, on a interpellé en disant, mais le problème est réglé si le président de l'Assemblée nationale sait où se trouvent les Boko Haram. La victoire est certaine, c'est fini. Mais qui l'a jamais interpellé? Donc, vous-même, les médias, vous passez très rapidement là-dessus. S'il s'agit d'essayer de montrer que quand on ne s'entend pas avec Noah, et qu'il y a toujours des problèmes du MRC, vous aimez ça, ça vous arrange. Mais des paroles et des propos aussi graves, venant de personnalités aussi élevées. Un ministre est allé dans la Léquier dire pareil, qu'on a organisé Boko Haram pour... Ce sont des Camerounais qui ont organisé Boko Haram pour venir arracher le pouvoir au président. On dit, personne ne les a interpellés pour dire, mais de quoi s'agit-il? Si vous avez vos informations, partagez-les avec nous. Rassurez l'opinion. Non. Tout cela passe comme lettre à la poste. Et vous aurez donc quelques bons esprits, sans doute très brillants, sur les plateaux de télévision le soir. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils font autre chose de leur vie. Très propres sur eux-mêmes, très très bien habillés, qui viendront sur le plateau de télévision vous expliquer comment Kanto est un imbécile, comment tout ce que l'on dit là, c'est un montage, comment c'est quelqu'un qui a raté sa vie, et tout le reste. Mais on n'affrontera jamais le problème qui est devant nous. Donc on arrête les gens en 2019 parce qu'ils disent déjà où est passé l'argent de la CAN. Et je me souviens toujours de ce fameux échange entre un responsable du ministère de la communication. Donc, on ne peut plus dire le nom puisque c'était public et les vidéos existent. M. Zogo, qui était, je crois, à l'époque conseiller technique au ministère de la communication, qui a pris vivement à partie. Donc, conseiller, il n'était d'ailleurs pas encore à l'époque, mais c'était un des cadres les plus percutants, il est toujours, M. Ekanga, en lui disant, allez dire à Kanto, je ne voyais pas parce que mon nom venait chercher là, puisque je l'avais bien dit, et Ekanga n'avait pas mais ils avaient réussi à dire et à faire croire à certains Camerounais à l'époque que c'est le MRC qui fait campagne pour qu'on enlève l'organisation de la CAN au Cameroun. C'est quand même extraordinaire. Et il a dit, dites-lui, j'aimerais que chacun regarde un peu cette vidéo. Ce sera au jour dit, le jour dit, et ce sera même de quoi, 1 mois ou 6 mois avant. C'est sûr. Si on peut dire ça dans un pays, et que les choses se passent telles qu'elles se sont passées, et qu'on n'ait pas la décence, vis-à-vis de l'opinion, pas vis-à-vis de MRC, de dire, mes chers compatriotes, oui, moi aussi, je me suis trompé pour ce coup-là. Je croyais que ceux qui étaient en charge faisaient même quelque chose comme ça. Sans même trop s'auto-flageller, ils pouvaient trouver, avoir un peu d'élégance de dire cela. Parfois, vous voyez certains esprits penser qu'ils ont un certain degré d'élévation. Et vous vous rendez compte que sur des choses aussi simples, aussi banales, finalement, c'est assez décevant. On a donc brutalisé les militants du MRC.
On les a enfermés, on les a torturés. Parce qu'ils disaient que l'argent de la CAN était mal géré et que les infrastructures n'étaient pas prêtes. On a fait le glissement sur 2 ans, même pas sur 1 an. À l'époque, on nous disait non, 1 an, ça suffit. Aujourd'hui, on parle de CAN 2021. Pourquoi on dit, est-ce que c'est en 2021 que la CAN va se jouer? N'est-ce pas, c'est 2022? Pourquoi on dit toujours tout le temps la CAN 2021? C'est la CAN 2022. Mais le stade n'est pas prêt. On a donné jusqu'au 30. On a réussi par je ne sais quelle démarche jusqu'à des délégations qui sont allées au Caire à obtenir qu'on nous donne 3 jours supplémentaires jusqu'au 3. Et on a donné jusqu'au 3. Et alors que l'on nous disait qu'on va voir ce qu'on va voir, ce 3, on nous dit que la réception est reportée si dédiée. C'est-à-dire, il n'y a même plus, on ne vous dit même pas que ce sera encore dans une semaine temps. Non, c'est reporté si dédié. Et on nous demande surtout que nous assistions à tout cela, mais surtout que l'on se taise, qu'on ne dise rien, qu'on accepte que c'est normal. Non, mes chers compatriotes, nous ne nous tairons pas. Parce que le Cameroun est notre pays à nous tous. Et je vous le dis, en fait, je répète ce que j'ai dit à plusieurs reprises et ailleurs. Je ne quémanderai jamais ma place au Cameroun à quiconque. Jamais. Je ne baisserai jamais la tête au Cameroun devant quiconque. Il faut que ce soit noté. Je ne quémanderai jamais ma liberté à quiconque. Je vous l'ai dit. Et j'espère que c'est entendu par ceux qui nous suivent. Si on a refusé de s'exiler, et peut-être que certains compatriotes qui sont arrivés croient qu'ils peuvent nous pousser à l'exil alors que nous avions le choix et des offres mirobolantes. Nous sommes revenus pour apporter notre modeste contribution dans ce pays. Et que cela plaise ou pas, nous resterons ici jusqu'à notre dernier souffle. Il faut que ça devienne évident pour tout le monde. J'ai dit souvent à mes camarades, vous laisserez peut-être qu'on souille mon corps, mais de mon vivant, je suis debout, en citoyen camerounais libre, digne et fier, et qui fait tout, chaque jour, pour apporter sa meilleure contribution possible à la construction de ce pays. Chaque jour. Je l'ai fait lorsque j'ai eu à gérer les dossiers d'État. Je l'ai fait dans ma discipline. J'entends tous les jours des Camerounais exaltés tel ou tel. Ça peut être un footballeur, ça peut être un musicien ou autre. Mais on oublie que nombreux sont les Camerounais qui, dans leur domaine, hissent très haut l'étendard de notre pays. Dans mon domaine, j'ai hissé au niveau mondial le plus élevé. Oh mon Dieu, comme je sais que ça t'éteindra beaucoup. Président élu. Mais je n'en ai plus. Je le fais pour mon pays. Quand j'ai à faire quelque chose pour le Cameroun, je le fais sans calcul, sans attendre une contrepartie. Ceux que ça déplaît, c'est leur problème. Nous avons atteint un niveau où une génération de dirigeants, de nouveaux dirigeants, est arrivée aux affaires dans notre pays. En disant cela, je ne voudrais pas dédouaner M. Paul Biya de sa responsabilité particulière parce que
officiellement, c'est lui le président en fonction. Et on ne peut pas dire qu'il est fatigué et il ne suit plus. Parce que personne ne l'a obligé à continuer à dire qu'il veut être président. Donc, même si une génération des Camerounais méconnaissable et sans doute inexpérimentés dans la gestion d'un État sont arrivés aux affaires et prospèrent comme ils prospèrent, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. Et donc, il doit emporter l'entière responsabilité. Une nouvelle génération de dirigeants qui n'ont du Cameroun qu'une vision tribale et ethnique. Une nouvelle génération de Camerounais qui n'ont qu'une conception vénale de la fonction publique. C'est-à-dire, on prend tout ce qu'on peut prendre, on vole tout ce qu'on peut voler. Qu'on vous dise que des gens sont multimilliardaires dans notre pays, qu'ils peuvent offrir des églises et des cathédrales, au compte de qui? Avec quel argent? C'est une nouvelle génération qui a tout corrompu. Et tous les secteurs du pays sont touchés. Jusque les églises et les mosquées. Tout est touché. Sinon, comment pouvez-vous expliquer que des chrétiens catholiques soient allés à la messe un dimanche à la cathédrale, aller prier avec leur archevêque, qu'à la sortie, sur le parvis de la cathédrale, ils aient sorti quelques pancartes pour demander, dire non à la guerre dans le Nozo, non au hold-up électoral, non à la corruption et au détournement des fonds publics. Et que le prélat n'a rien trouvé d'autre à faire que d'estimer qu'on avait souillé sa cathédrale. Et a appelé la police que l'on vienne ramasser ces énergumènes. Des chrétiens qui sortent de la prière avec vous. Monseigneur, qu'est-ce qu'on dit dans le renvoi? Dans le renvoi, pour ceux qui connaissent la terminologie de la liturgie, le renvoi, c'est le mot final pour aller dans la paix du Christ. Aller dans la paix du Christ. Et vous allez livrer ceux à qui vous avez dit de partir dans la paix du Christ, qui ne barraient pas la circulation, qui ne géraient personne. Ils étaient dans l'enceinte de la cathédrale. Donc il n'y avait aucun risque qu'ils créent un trouble à l'ordre public en dehors de l'enceinte. Dois-je vous rappeler, Monseigneur, que l'Église est le lieu ultime où l'on se réfugie lorsque l'on est traqué? C'est le lieu ultime où nos enfants qui prennent le risque de passer par le Sahara et la mer, lorsqu'ils arrivent sans papier, se réfugient et sont protégés parce que les enseignements nous disent que vous êtes là pour être aux côtés des plus faibles. Quel que soit ce qu'ils ont fait, vous devez les protéger et ensuite voir ce que l'on peut faire. Quitte à ce qu'ils soient censurés, mais vous devez d'abord les protéger. Donc, c'est toute l'Église, je vais dire tous les secteurs de la société. Je ne vais pas citer, parce que je ne suis pas là pour faire de l'équilibrisme, pour dire que comme j'ai dit une chose concernant les chrétiens, il faut que j'en dise une autre concernant les musulmans. Je vais juste vous donner ça à titre illustratif. Regardez dans toutes les confessions. Et ne croyez pas, parce que là je parle des catholiques, que les protestants, surtout les églises de réveil, je sais d'ailleurs pas ce qu'elles réveillent, ce qu'elles font. Puisque vous avez vu vous-même une vidéo où un individu qui se dit pasteur. C'est ça l'Église? C'est ce que vous enseignez à vos ouailles, mon pasteur, mon révérend? Notre société est malade. Le problème est profond.
Vous ne pouvez pas fermer les yeux, boucher les oreilles et aller tranquillement à l'église le dimanche dans ce contexte et dire que vous êtes chrétien, vous n'êtes rien, vous êtes à ce moment-là un mécréant. Si vous cautionnez cela, vous êtes un mécréant. Notre société est malade et il est temps que nous ouvrions nos yeux. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que c'est anormal faire des lives, des directs pour critiquer le fait que l'on ne puisse pas réceptionner le stade olympique aujourd'hui. Alors que vous disiez hier qu'il était normal que l'on enferme, que l'on brutalise, que l'on torture les militants de MRC qui dénonçaient cela. Nous nous moquons de qui? Quel pays sommes-nous devenus? C'est dans ce contexte, voilà le décor donc, et tout ce qui amène aux événements finalement. Voilà, parce que tout cela s'enchaîne. Ce sera le deuxième point de mon cours. Les événements de Douala arrivent après ma visite de Bafoussam, où j'ai eu une déconvenue dont je n'ai pas parlé. Parce que moi, j'ai pour habitude d'écouter, de prendre des coups et de me taire. J'encaisse et je me tais. Au point où, je crois, les autorités de notre pays en viennent à croire que c'est normal. Je suis, comme on dit, quand on était petit là, à la cour de récréation, un de vos camarades vous bagarrez, il te donne un violent coup dans les mâchoires et tu saignes. Mais pour ne pas montrer que tu es faible, tu avales le sang. Donc on fait ça. Mais il arrive un moment où il faut que les gens sachent ce qui se passe. Je suis, après avoir fait les démarches nécessaires, je suis donc allé à Bafoussam pour rendre visite à nos détenus politiques. Après avoir obtenu le permis de communiquer avec nos prisonniers politiques de Bafoussam et nos prisonniers politiques de Douala, puisque, en dépit de toutes nos démarches, nous n'avons jamais pu obtenir le permis de communiquer pour aller voir ceux de Yaoundé, notamment la prison centrale de Kondengui, la prison principale de Yaoundé et la prison de Oufou. Toutes nos démarches ont été faites. Donc, j'ai le permis de communiquer pour Bafoussam, je m'y rends. Je demande aux responsables de notre parti de ne pas communiquer sur ma visite à Bafoussam. Juste parce que je ne voulais pas transformer cela en un mouvement important dans cette ville. Nous avons des militants partout au Cameroun. Et je veux ici dire aux autorités et à ces quelques personnes qui se plaisent à dire que le MRC n'existe plus, le MRC est mort. Je les mets au défi, je dis bien au défi, dans n'importe laquelle des 10 régions du Cameroun, qui nous donne la possibilité de tenir un meeting sans agression, sans violence, au sud, à Egolva, à l'est, à Bertoua, et je ne sais plus où. Parce que je parle du sud exprès ici, parce qu'il y a quelques élites du sud qui veulent faire croire à je ne sais qui d'ailleurs que c'est un pays à part, et que le MRC n'y est pas, que c'est le socle de la litique de je ne sais qui. Le sud, comme l'est, comme l'ouest, comme le nord, comme l'extrême nord, sont le Cameroun. Et je m'y sens à l'aise. Le jour où il n'y aura pas de violence dans une de ces régions, ou dans une des localités de cette région, vous verrez comment les populations vont m'accueillir. Vous verrez comment le MRC est présent et vivant.
C'était pour dire qu'à Bafoussam, effectivement, les gens seraient sortis massivement. Vous avez vu quand ils ont su que j'allais aller à Gouache, il n'y avait pas eu une communication particulière, c'est simplement que c'était officiel que j'allais venir. J'ai donc demandé aux responsables du parti de ne pas rendre cela officiel pour que ça n'arrive pas. Vous voyez jusqu'où j'anticipe. J'en suis même maintenant à vouloir adopter un comportement qui fait plaisir au gouvernement. Vous voyez ça? Donc, j'y vais avec des responsables du parti, quelques responsables du parti. On va à la prison, on fait les formalités, tout se passe bien. Avec le régisseur, dans la courtoisie, avec les gardiens de prison, tout se passe bien. Et on sort. Mais nous ne pouvons pas discuter et échanger avec nos prisonniers libérés dans la cour de prison. On nous dit non, ce n'est pas possible. Nous allons au siège du parti, qui est 6 au carrefour de l'auberge à l'étage. J'échange donc avec nos camarades et je finis, la réunion est terminée. Au moment où je sors pour descendre prendre mon véhicule et rentrer sur Yaoundé, je vois que autour du siège, c'est noir de monde. Les gens ont quand même su que j'étais là-bas. Il y a pas mal de gens qui sont venus. Donc, je les saluais d'un signe de la main. Je n'ai pas prononcé un seul mot, pas un seul. Je leur faisais signe de la main. Au moment où je me retourne pour descendre les escaliers, on me dit le sous-préfet de Bafoussam est là. Je dis, ah bon, c'est le sous-préfet. Il était vraiment dans mon dos. Je le salue. On peut rentrer? Je dis, bien sûr, on rentre. Que me dit le sous-préfet? Il me dit, oui, mais vous n'êtes pas... Vous êtes sur mes terres, dans mon territoire de commandement. Je dis, je le sais que trop bien, puisque je suis né ici. C'est mon village. Bafoussam deuxième. Qui est là, un comment moi. Et il me dit, oui, probablement, je ne sais pas, peut-être aurais-je dû lui rendre une visite de courtoisie, mais je n'ai pas pensé pour le coup que c'était nécessaire. Généralement, quand je vais pour tenir un meeting, je rends toujours une visite de courtoisie à l'autorité administrative. Mais là, comme j'étais allé voir les militants, je pensais que je pouvais faire discrètement une partie. Donc, mais ça ne s'est pas arrêté. Il me dit, bon, mais vous n'êtes pas venu ici pour un meeting. Je dis, bien évidemment, je n'en tiens pas un. Il dit, oui, mais tous ces gens qui sont en bas. Je dis, mais d'abord, monsieur le sous-préfet, vous êtes arrivé quand j'étais en train de partir. Et lui-même dit, oui, vous n'avez pas parlé. Parce que je lui dis, j'étais en train de saluer du signe. Lui-même dit, vous n'avez pas parlé. Et ça, c'est devant témoin. Je n'étais pas seul, on était au moins 3 ou 4. Il y avait d'ailleurs, je crois, le responsable de la sécurité de la gendarmerie, le commandant de brigade, qui devait être là en civil. Parce que quelquefois, il faut qu'on ne les connaît pas, on les connaît, qu'il soit même en civil. Et donc, il peut témoigner. Et il me dit, oui, mais vraiment, il ne faut pas qu'il y ait du bruit, il faut partir. Vous m'avez trouvé justement en train de partir. Il me dit, oui, mais il ne faut pas qu'il y ait du bruit, personne ne doit vous accompagner, je ne veux pas de confronter. Il dit, voilà, monsieur le sous-préfet, est-ce que vous réalisez ce que vous me demandez? Je lui dis, mais ce que vous me demandez, ce n'est rien moins que de dire désormais aux Camerounais que lorsqu'ils me voient, ils doivent fuir. C'est ça que je lui demande. Et je lui dis, et c'est impossible. Je lui dis, c'est impossible. Il me dit, oui, oui, vous pouvez sortir, mais je ne veux pas de cortège de rien. J'ai dit, là, c'est impossible. Si les gens ont décidé d'eux-mêmes, je n'ai demandé à personne de faire un cortège pour m'accompagner jusqu'à la sortie de la ville. Le cortège aura lieu. Je n'ai demandé à personne de faire un cortège derrière moi. Je demanderai à personne de ne pas faire un cortège derrière moi. Vous voyez ce que le sous-préfet me dit. Et il me dit, oui, partez, partez. J'ai été très poli. Je le dis ici parce qu'il va suivre. Je lui ai à aucun moment manqué de respect. Mais je voudrais seulement lui dire, en respectant sa nation, il faut que cela arrive. Il faut que cela arrive. Parce que, vous voyez, venir au siège de mon parti, petit parti, c'est comme si quelqu'un venait chez vous, il vous dit sortez. C'était discourtois de sa part. Alors que
je n'avais été que poli avec lui. Mais il ne faudrait pas qu'il s'y essaie. Ni lui, ni quiconque. En plus, il vient dans mon village, dans mon quartier de licence. Parce qu'il a des gendarmes, des policiers, je ne sais pas sur quoi il compte. Bon, donc, c'est dans la suite de cela que je vais à Douala. Je programme ma visite à nos détenus politiques à Douala le 30 novembre. Et comme j'avais fait une cérémonie de dédicace de mes dernières publications, donc 3 recueils de poésie, mon ouvrage de traité de droit constitutionnel et institutions politiques du Cameroun et la réédition de mon ouvrage L'urgence de la pensée, beaucoup de personnes, beaucoup de nos compatriotes demandaient où ils pouvaient trouver ces ouvrages et souhaitaient justement qu'il y ait également une cérémonie de dédicace à Douala. Ce qui ne pouvait que me faire grand plaisir parce qu'on écrit pour être lu, on n'écrit pas pour soi-même. La cérémonie de dédicace à Yaoundé s'était déroulée sans heure à la librairie Peuple Noir, que l'immense Mongo Betty a eu l'intelligence et la sagesse de nous léguer, qui est l'un des rares espaces culturels dans notre capitale. Sans heure. Bien que, d'après les informations que j'ai eues après, le lendemain, des policiers, dont un commissaire de police, sont venus danser. Le gérant de la librairie et le personnel en disant il semble que vous avez organisé cérémonie de dédicace ici hier, est-ce que vous avez l'autorisation? Vous voyez donc un événement qui se passe. Mes livres sont vendus dans cette librairie-là. La librairie est le lieu par excellence pour dédicacer les ouvrages. Ça se passe en heure. Mais le jour d'après, on vient demander l'explication de ci, de cela. Donc, au fond, le problème au Cameroun, ce n'est pas l'ordre public. Parce que j'aurais compris qu'il y ait eu des remous et des manifestations et qu'ils disent oui, mais vous avez d'ailleurs fait ça, occupé en vertu de quoi? Est-ce que vous avez déclaré? Non. Tout s'est passé sans heure et sans aucun problème. Et on vient. Donc, ce n'est pas l'ordre public que l'on maintient. C'est un système répressif. Nous sommes dans l'ordre répressif. Et personne ne doit bouger, personne ne doit tousser, personne ne doit se faire. Je vais donc à Douala. Je me dis, comme je vais aller rendre visite à mes amis politiques à la prison de Nouvelle-de-Trente, j'en profiterai pour ne pas faire de voyage sur Douala. Je veux programmer une séance de dédicace le 1er décembre. Il s'agit maintenant de trouver un lieu culturel qui peut accueillir. Parce qu'il s'agissait d'une manifestation culturelle et rien d'autre. Comme à Yaoundé, où la lecture de certains extraits de mes recueils de poésie était accompagnée de musique. Il y a un excellent guitariste, musicien camerounais qui accompagnait cela. L'événement était organisé par un littéraire, un poète, Kwamtawa, qui est connu, qui est dramaturge. C'est un auteur réputé qui publie dans des grandes maisons d'édition, y compris chez Gallimard en France. Ça n'est pas peu dit. C'est un homme de culture. Je ne suis même pas sûr qu'il soit sympathisant bien versé. Même s'il peut être, comme beaucoup de Camerounais, dans la lutte, dans la résistance pour que quelque chose change. Je ne suis pas sûr. Il était là donc comme un opérateur culturel, essayant justement de promouvoir les œuvres d'un compatriote, comme il l'a fait à Yaoundé, comme il le fait ailleurs, et comme il le fait pour d'autres dans de nombreux autres pays, en Afrique et en Europe. Il s'est donc lancé à la recherche d'un endroit idoine, culturel, parce qu'il ne s'agissait pas d'aller dans un stade de football pour dédicacer un livre, ou d'aller dans je ne sais quelle grande salle juste pour dédicacer un livre. Nous voulions que ce soit une activité culturelle. Et finalement, il a été orienté vers la Chaumière, qui est un cabaret, un restaurant
très réputé pour justement son cadre et son habitude d'habiter des activités culturelles. Et le propriétaire de ce lieu, qui est aussi une personnalité politique connue de la scène, n'a trouvé aucune difficulté. Il ne venait pas au secours d'un collègue homme politique. Il ouvrait son espace, qui était loué, qui devait être loué, ce n'était pas gratuit. Il ouvrait son espace à un auteur camerounais pour présenter ses œuvres à ses compatriotes de la ville d'Étoile. C'est tout. M. Sambaka a donc accueilli très favorablement la démarche et n'y trouvait aucun inconvénient. Et surtout que quand M. Kwantawa lui a présenté le déroulé, il était totalement satisfait. Or, et je le saurai après, c'est-à-dire le premier, au matin, il semble que après notre réunion au siège du parti, je voudrais revenir brièvement là-dessus, parce que je suis allé très vite. Quand je vais à Douala, je fais pareil, je demande, le secrétaire général du parti, adjoint du parti est là, M. Roger Justin Noiré, qui est allé à Douala pour s'assurer que je sois là quand même avec un certain nombre de cadres du parti. L'instruction était que nous ne communiquons pas sur la présence. La preuve, vous n'avez vu sur aucun site une annonce disant que je serai là. Mais mieux, quand je suis arrivé avant le pont, avant de traverser le pont sur la Kibamba, ils sont venus m'accueillir là-bas avant le pont pour aller à Douala. J'ai changé de véhicule parce que je sais que tout le monde, pas seulement la police, mais beaucoup de nos militants connaissent mon véhicule. Et j'étais sûr que si j'entrais dans la ville de Douala, dans ce véhicule, à partir de Yassa, ça allait se diffuser que je suis là. Et on aurait eu beaucoup de mal à arriver à Douala. Je change de véhicule pour prendre un véhicule moins connu, qui était un des véhicules qu'ils avaient amené. Et nous allons, de cette manière-là, à la prison de Douala, sans attirer l'attention, sans qu'il y ait un phénomène de foule. Vous voyez jusqu'où je peux aller? C'est-à-dire que moi-même, j'en suis à faire de l'autocensure, à faire de l'autorestriction, pour que, je suis obligé de l'avouer à mes camarades, pour que mes propres camarades à Douala ne sortent pas, j'essaie d'aller dans l'anonymat. Parce que l'objectif premier était de rencontrer nos camarades et nos amis qui sont en prison. Je l'ai fait. Et lorsque je suis arrivé à la prison, tout s'est bien passé. Comme à Bafoussa, le régisseur a été remarquable, correct, le personnel de la prison. Et j'ai passé mon temps à prêcher, j'allais dire, la bonne parole de la paix, de la rectitude, de la bonne tenue en prison à nos 57 camarades qui y sont. À nous, en fait, 61, 64, puisqu'il y a aussi des membres du CPP qui étaient avec eux et qui sont toujours avec eux, que nous avons reçus. Tout s'est bien passé. On s'est donc séparés. Je suis allé au siège pour échanger donc avec quelques responsables locaux du parti. J'arrive, à ma grande surprise, il y a un monde fou. Je suis très amusé quand j'entends bon, certains esprits peut-être un peu retardataires sur les événements qui disent que oui, il n'y avait personne, le MRC. Mais s'il n'y avait personne, de quoi ont-ils donc peur? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne au siège du MRC. Il y a eu des affections, personne ne s'intéresse à Kanto. Quel est donc le problème? Seulement moi, j'ai vu que devant le siège du MRC, c'était noir de monde. Et les gendarmes et les policiers qui étaient là pour encadrer peuvent en témoigner, n'est-ce pas? Donc, je me suis donc adressé à cette foule. Je leur ai rappelé notre option fondamentale, qui est le changement dans la paix et par les urnes. Je leur ai dit que nous n'avons pas changé, nous n'avons jamais changé de cap, nous n'avons pas changé d'option. Et je me bats, même au sein de mon propre parti, parce que tout le monde ne comprend pas toujours, effectivement,
cette obstination à être attachés à la paix. Et je leur dis, c'est l'expérience, c'est mon expérience, non pas nécessairement de l'histoire du Cameroun, mais de l'histoire d'autres pays africains. C'est aussi mon expérience en tant que juriste publiciste formé à la dynamique de l'État, à ce que c'est que l'institution étatique. Mais c'est aussi mon amour profond pour le Cameroun à partir de l'expérience historique que nous avons vécue dans ce pays, de la lutte de libération nationale des années 50 à 1971, avec l'exécution de Ernest Ouattara, qui m'a amené à dire nous n'avons pas besoin dans un pays de passer d'abord par la case de la guerre et de la violence avant d'arriver à la case de la paix, parce qu'on fait tout cela et on finit toujours autour d'une table de négociation. Pourquoi s'entretuer d'abord avant d'aller discuter pour trouver une solution à nos problèmes? C'est ça qui est le motif fondamental de notre option. Ensuite, notre option repose sur la confiance absolue dans le génie de notre peuple, dans l'engagement de notre peuple, dans la lucidité de notre peuple et dans sa capacité à se mettre debout pour obtenir le changement qu'il veut. Et pourquoi j'ai cette confiance? Parce que le changement dans la paix et par les urnes veut dire que chaque Camerounais doit s'impliquer pour que ça marche. N'attendez pas un messie. N'attendez pas quelqu'un qui va venir de je ne sais où, et pendant que vous dormez tranquillement dans la nuit, ou que vous buviez la énième bière, vous allez vous lever le matin et tout est parfait parce que, comme par miracle, il a obtenu le changement. Non. Le changement dans la paix veut dire que chacun de nous utilise les ressources disponibles, qui sont quoi? S'inscrire sur la liste électorale, avoir sa carte et aller voter le jour du vote. Et j'avais ajouté en 2018, j'ajoute toujours aujourd'hui, et défendre le vote en cas de nécessité. Le défendre en cas de nécessité. C'est ça un peu plus mûr. Pour moi, c'est ça un peu plus mûr. C'est ça, c'est de cette manière-là qu'il obtient sa libération. J'ai toujours été radicalement opposé à toute intervention militaire au Cameroun. N'en déplaise à ceux qui, à bout d'arguments de ça, sachant quoi faire, disent que je fais appel à la communauté internationale pour qu'ils interviennent au Cameroun. Je vous dirai tout à l'heure ce que je pense de la communauté internationale et ce qu'en fait on est en droit d'attendre d'être. Je n'ai jamais voulu d'intervention militaire, jamais. Jamais je serais favorable à une intervention militaire dans mon pays. Les Camerounais doivent montrer leur capacité à arracher le changement dont ils ont besoin. Si d'autres viennent vous donner ce changement, ce n'est pas votre changement, c'est le leur. Parce qu'ils vont mettre leur agenda en place. Cela doit être clair pour tout le monde. Mais ils font semblant de ne pas m'entendre. Ceux qui paieront du côté du RDPC. Et qui vont être les premiers à dire que quand on est un agent de la communauté internationale, c'est moi qui suis aux affaires. C'est moi qui signe tous les contrats, qui signe avec eux. Ils ont bradé le pays. Le jour où vous aurez connaissance des contrats qui ont été signés au Cameroun entre les 5 et 10 dernières années, vous n'en croirez pas vos yeux. Je ne dirais pas que vous serez révolté parce que vous me donnez parfois l'impression que vous êtes un peuple incapable de révolte, incapable d'indignation collective. Où est passée notre indignation collective? Pas une indignation sélective en disant ça concerne tel, ce n'est pas mon problème. Notre indignation collective pour dire que ce qui se passe au Nozo est inacceptable. La manière dont on gère les ressources publiques pour une canne qui aurait dû être organisée depuis 2019 et nous n'arrivons pas à l'organiser en 2021-2022 n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Ça n'est pas être contre un individu ou contre une ethnie, c'est être digne Camerounais pour dire nous avons subi assez d'humiliation comme cela. C'est tout. Donc, quand je finis, au cours de mon propos, je rappelle notre option fondamentale, changement dans la paix et par les urnes. Mais je me souviens que ces enfants, ces jeunes et moins jeunes sont détenus depuis plus de 14 mois pour rien. Pour rien.
j'ai dit, je souhaite que nos amis politiques, nos prisonniers politiques soient libérés d'ici la fin de l'année, afin qu'ils puissent passer les fêtes d'année en famille. D'ailleurs, toujours ceux qui manipulent, à quelle fin je l'ignore, sur les réseaux sociaux ont tout de suite dit, quand on a dit que, a annoncé que les prisonniers politiques seront libérés avant la fin de l'année. La vidéo que j'ai, dans laquelle j'ai dit ça existe. Mon propos est clair. Je souhaite, j'émets le vœu ardent qu'ils soient libérés avant la fin de l'année, avant la fête de fin d'année pour passer ces fêtes en famille. Mais j'ai ajouté, ne continuez pas la provocation. Quand nous disons que notre option fondamentale, c'est changement dans la paix et par les yeux, ce n'est pas parce que nous sommes des poltrons, ce n'est pas par peur. Je l'ai dit là-bas et je le redis ici. Nous ne cherchons pas la bagarre. Mais si la bagarre nous cherche, nous ne fuirons pas la bagarre. Donc, je l'ai redit ici. J'ai dit à nos militants, à nos sympathisants et à tous les Camerounais de la ville de Douala, je le dis ici à tous nos militaires, à tous nos sympathisants et à tous les Camerounais de bonne volonté qui veulent que notre pays présente un autre visage. Que nous ne chercherons pas la bagarre. Mais si la bagarre nous cherche, nous ne fuirons pas la bagarre. Et donc, à chacun de comprendre et de savoir que si la bagarre nous est imposée, nous la ferons. Nous la ferons. C'est ce que j'ai dit à toi là. Et apparemment, c'est peut-être ça qui aurait amené que il y ait des réunions de sécurité où on décide qu'on interdit la séance de dédicace. Alors, on a avancé toutes sortes d'arguments en disant qu'il y avait un terrain vague à côté et qu'il y avait un agenda caché. Je voulais transformer la dédicace en un meeting. Excusez-moi, je suis à court de meeting. Je suis défiant de meeting. Pour faire quoi? Il faut de temps en temps qu'ils réfléchissent pour trouver des arguments moins ridicules quand même. Je vais essayer de me faufiler pour tenir un meeting, alors que moi-même je viens de tout faire pour que mes militants ne sortent pas pour m'accompagner à la prison de Lubel. Je viens de tout faire pour qu'ils n'envahissent pas les rues de Douala derrière moi. Et je vais essayer de tenir subrepticement un meeting. Je voudrais dire à ces responsables de la sécurité de la ville de Douala qu'ils disent la vérité à leur hiérarchie. Parce que s'ils ont trouvé ça comme moyen de soutirer l'argent pour faire croire qu'il y avait une crise, une menace grave à Douala, pour se mettre en mission, pour qu'on leur donne de l'argent, qu'ils disent la vérité. Il n'y avait aucune menace à Douala, il n'y avait aucun risque, il n'y en a pas. Qu'on laisse les Camerounais en paix. Voilà ce qui est arrivé à Douala. Et donc, vous voyez que nous avons une génération de dirigeants camerounais. Ce n'est pas une affaire d'ethnie, mes chers amis. C'est une affaire de génération, d'un groupe d'individus qui a fait même base sur notre pays et qui lui donne un visage qui n'est pas reluisant, qui ne me rend pas fier et qui ne peut pas vous rendre fier, qui ne peut rendre aucun Camerounais raisonnable fier. On n'est pas important dans un pays parce qu'on a été en mesure de détourner des milliards. On est important dans un pays pour ce qu'on a fait pour son pays. Et beaucoup de ceux
qui m'invectivent aujourd'hui, ceux qui m'ont traqué hier et avant-hier à Douala, je pense à un certain monsieur Issogo, qui m'a insulté en 2019, le même qui m'a insulté, m'a arrêté, m'a menotté. Ils m'ont entravé les mains, empêché d'enlever les menottes pour que je puisse faire mes besoins naturels. Et quand j'en ai parlé, ils essayent de se moquer de moi avec ça aujourd'hui, de me tourner en ridicule. Parce qu'ils sont très forts. Ce sont des matamors. Ils disent qu'ils doivent faire la bagarre avec qui dépose des armes et on fait la bagarre. C'est trop facile. C'est trop facile. Lorsque vous avez mis l'uniforme et qu'on vous donne une Kalachnikov, puis je sais quel autre A47, tu dis je suis fort, je vous mais déposez ça et on fait la bagarre. Parle de quoi? Le même Toki Woki Baba, ce monsieur a voulu m'assassiner. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi. Quand il m'interpelle, je suis chez M. Zonda. Il est avec un de ses assistants, ou je ne sais pas qui était en civil, qui apparemment est également un commissaire. Après m'avoir copieusement insulté, je n'ai jamais répondu à ces insultes. Parce que si vous acceptez de vous rouler dans la boue avec ceux qui se roulent dans la boue, vous aussi vous êtes aussi sale que donc. Je ne regarde pas ça, ils sont nombreux comme ça. Et je ne m'abaisserai jamais à leur répondre. Il m'a traité de capacitaire, mais ce n'est pas à ce moment-là. Et en plus, si j'étais un capacitaire, c'est pas possible. C'est moi qui ai créé le diplôme de capacité. Donc, le même Pierre veut se pavaner. Et je me souviens à l'époque, il rendait compte à son excellence. Oui, excellence, excellence, excellence. C'est le même qui est à Douala. Pourquoi? Parce qu'il a fait une prouesse extraordinaire en m'arrêtant, le plus gros terroriste de l'histoire du Cameroun. Et ça lui a permis d'obtenir, puisqu'il allait à la retraite, ça a permis qu'on proroge sa durée d'activité. Ça lui a permis d'obtenir 2 ou 3 ans encore. Et je crois que les 3 ans sont en train de finir, il s'est souvenu que j'étais encore. Qu'il aille supplier comme proroger son activité, je fais bien contre ça, mais je ne peux pas être son fonds de commerce. Donc ils sont nombreux comme ça. Une génération, vous voyez, qui est tombée comme ça sur l'État du Cameroun, qui ne savent pas ce que c'est qu'un État. On ne gère pas un État avec un ressentiment personnel. Vous ne gérez pas un État avec un ressentiment personnel. Parce que si vous gérez un État avec des ressentiments, vous n'allez commettre que l'injustice parce que vous avez la main régalienne, c'est-à-dire qui frappe. Mais on ne vous a pas dit d'aller exercer telle fonction régalienne pour régler vos comptes. Pour dire je n'aime pas tel, je n'aime pas X, ce n'est pas un problème d'amour, c'est un problème de citoyen camerounais vivant dans son pays et dans le cadre d'un État qui normalement doit être un État de droit. Donc il faut que nous nous ressaisissions. Voilà ce qui s'est passé. Voilà le prix que payent les Camerounais. Donc mes chers compatriotes, je vous le redis aujourd'hui solennellement. J'aime bien, de temps en temps, quand les gens disent, quand ils me rencontrent, même dans les meetings, dans la circulation, ils disent, oui, vraiment, on vous soutient. Je prie pour vous, on prie pour vous. Non, ne priez pas pour moi.
Merci d'avoir prié beaucoup pour moi par le passé. Mais priez pour vous et pour le Cameroun. Priez pour vous-même et pour le Cameroun. Parce que quand vous dites vous priez pour moi, c'est comme si c'était l'affaire de Cameroun. Ce n'est pas mon affaire. Ça n'est pas mon affaire. Ça n'est pas mon affaire à moi seul. Je fais du mieux et le maximum que je peux. C'est notre affaire collective. La meilleure façon de prier pour moi, c'est de faire ce que vous avez à faire. Vous inscrire sur les listes électorales, avoir votre carte, aller voter le jour du vote. Être prêt que si on vous impose la bagarre, on fait tous la bagarre. C'est ça. Voilà, priez pour confier ça à Dieu. Au lieu d'aller prier pour chercher le feu, pour lancer sur moi, non, priez pour confier ça. Donc ce que je voudrais dire ici, c'est que je voudrais solennellement dire aux Camerounais de ne compter que sur eux-mêmes. Je le dis de manière solennelle. Ne comptez que sur vous-même pour changer votre pays, pour le mettre sur le cap que vous voulez, pour le mettre au niveau que vous voulez. Ne comptez sur personne d'autre. Oubliez la fameuse communauté internationale. Oubliez-la. Elle a montré que vous ne pouvez pas compter sur elle. C'est depuis 2012 que j'interpelle cette communauté internationale sur les insuffisances du code électoral. Et à chaque fois, ils vont vous inviter dans les ambassades. Parce qu'on dit que vous allez... Moi, je ne vais jamais dans une ambassade si on ne m'invite pas. Ils vont vous inviter dans les ambassades pour vous dire qu'on veut savoir vos opinions sur ceci. Vous allez redire les mêmes choses, les mêmes documents. Pendant 10 ans. Ils vont vous dire oui, nous agissons beaucoup, mais on le fait diplomatiquement. La question que je leur pose ici, à la communauté internationale, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à l'Organisation des Nations Unies. Je ne parle même pas des autres. On pourrait y ajouter la francophonie, le Commonwealth. Dites-moi quel résultat, quel commencement de résultat vous avez eu en 10 ans. En 10 ans. Voyez-vous, mes chers amis, mes chers compatriotes, si vous n'avez pas compris que vous ne pouvez compter que sur vous-même, vous avez tort. Voilà des partis politiques qui ne peuvent pas s'exprimer dans la rue en violation de notre Constitution et des traités internationaux ratifiés par le Cameroun. Ne peut pas s'exprimer pacifiquement. Ces traités internationaux font obligation aux autres États de sanctionner un État membre qui viole le traité. Donc, ce n'est pas une demande que nous devions formuler. La communauté internationale devrait agir naturellement, automatiquement. Donc, cela veut dire que c'est maintenant la communauté internationale qui viole les traités, ou en tout cas ne respecte pas ses engagements internationaux. Nous avons parlé du code électoral. Le Parlement de l'Union européenne a voté une résolution à l'unanimité en 2019, demandant la révision, la réforme consensuelle du code électoral camerounais avant toutes nouvelles élections. Et la crise du Nozo s'est éclatée. On a tenu depuis lors des élections au Cameroun. Nous nous sommes levés pour qu'on puisse faire cette réforme avant les élections.
avant les régionales. On a broyé nos amis. 122 sont encore en prison, sans compter ceux qui sont condamnés et qui sont poursuivis. Cette communauté internationale a-t-elle dit quelque chose? Avez-vous jamais vu un seul communiqué là-dessus, dénonçant, en disant que ce n'est pas normal? J'ai été séquestré chez moi-même pendant 3 mois. Avez-vous vu un communiqué, une déclaration de la communauté internationale? On m'a expulsé de Douala. Avez-vous vu, entendu quelque chose de la communauté internationale? Ce n'est pas la peine de vous faire des illusions. Ça viendra de nous, ça ne viendra pas. Et sachez que chaque membre de la communauté internationale présent au Cameroun est là pour ses intérêts et non pas pour les Camerounais. Vous ne les intéressez pas. Permettez-moi de vous le dire. Ce n'est pas parce qu'on finance 2 ou 3 ONG, d'ailleurs pour leur propre agenda. Ce n'est pas parce qu'on va dire oui, mais on fait le PAM, le programme alimentaire mondial, il va y avoir la famine dans les scènes. Non, non. Parce que le Cameroun n'a pas besoin de ça. Est-ce que nous sommes un pays qui doit être affronté à la famine, confronté à la famine? Pourquoi a-t-on besoin du PAM au Cameroun? Et je ne cite que le PAM, mais je peux citer tous les autres. Donc la communauté internationale, je le dis aujourd'hui solennellement, n'est pas au Cameroun pour le Cameroun. Et c'est pour cela que je n'ai jamais demandé une intervention militaire au Cameroun. Je voulais seulement que la communauté internationale respecte ses propres engagements internationaux. Le chapitre, quand on parle des Nations Unies, les gens ne voient que la résolution du Conseil de sécurité qui va envoyer les trucs. Il y a ce qu'on appelle le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, qui sont des mesures non militaires. Ce sont des mesures non militaires. Ce sont des sanctions. Et aujourd'hui, la pratique des sanctions ciblées est connue, c'est-à-dire pour que le peuple camerounais ne soit pas pénalisé. On cible tous ceux qui bloquent les progrès au Cameroun. On les cible. Et on sait quel type de sanctions on peut appliquer de manière très efficace. Que fait la communauté internationale? Tout le monde a écrit. Des journalistes, des parlementaires, pour encourager les pays développés. Pour dire que la crise, la guerre du Nozo est la pire crise, la plus oubliée du monde. Le haut commissaire, la haut commissaire des Nations Unies est venue au Cameroun en 2019. Et les autorités camerounaises lui ont dit que la situation était sous contrôle. La logique aurait voulu que si la situation est sous contrôle, qu'elle fasse une visite au Nozo. C'est-à-dire au nord-ouest et au sud-ouest. Est-ce qu'elle est allée au nord-ouest et au sud-ouest? Non. Est-ce qu'elle a cherché à rencontrer les prisonniers politiques? Non. Est-ce qu'on n'a jamais vu son rapport sur le Cameroun? Non. Quand elle est rentrée, en une semaine, le rapport sur le Venezuela est sorti avec les mesures proposées. Il faut que vous le sachiez. Il y aura le gré à gré, transfert du pouvoir gré à gré au Cameroun avec la complicité de la communauté internationale. Je vous le dis ici, si le gré à gré arrive au Cameroun, sachez que c'est avec la bénédiction de la communauté internationale. Ça ne peut pas arriver sans. Ça n'est pas possible que ça arrive sans la bénédiction de la communauté internationale. Donc il faudrait le savoir très clairement. Si le peuple camerounais, dont je connais le patriotisme et le nationalisme, est porté à la direction des affaires du pays, les Camerounais qu'il veut voir diriger le pays. Toute autre solution sera la solution des autres. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la communauté internationale. Ce n'est pas la peine de passer votre temps à
Regardez, comme il y a une fameuse pièce de théâtre en attendant Godot. Dans la pièce de théâtre, on attend Godot jusqu'à la fin de la pièce, on ne le voit pas, parce que Godot ne vous avait rien promis, il n'avait pas rendez-vous avec vous. La communauté internationale a bien promis au Cameroun et n'a aucun rendez-vous avec vous. Le destin du peuple camerounais ne m'intéresse pas. Dites que j'ai dit cela et je le redis solennellement. Le sort du petit peuple, du peuple camerounais. Chaque pays, quelques pays occidentaux qui voulaient faire quelque chose ont compris. Ils disent maintenant notre adversaire résolu, nos adversaires, ce sont les Chinois et les Russes. Et les Chinois ne sont pas regardants sur les droits de l'homme. Pourquoi voulez-vous que nous soyons regardants sur les droits de l'homme? Pendant ce temps, les Chinois et les Russes signent tous les contrats. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est eux-mêmes qui ont mis ceux qui sont là. C'est eux-mêmes, ceux-là même qui signent avec les Chinois et avec eux-mêmes. C'est pour le partage du pays, c'est voilà la vérité. Donc le Camerounais doit compter sur lui-même pour l'avenir de son pays. À partir de là, je voudrais vous dire et me dire ceci. J'ai dit que notre option fondamentale reste le changement dans la paix et par les humains. Mais j'ai l'impression que l'on a pris cela pour de la faiblesse. On agit de chiffon rouge pour faire croire au monde entier que nous faisons les résurrections. Parce qu'ils savent que nous tenons un discours pacifiste. Et que donc ils jouent sur les deux tableaux. Bon, quand il ne fera rien parce qu'il est trop attaché à sa paix. Mais en même temps, on fait croire aux Camerounais et au monde entier que je suis résurrectionnel. Et on peut briser les militants de l'MRC. On peut casser des familles, détruire des vies, sans état d'âme. Je voudrais premièrement dire ici, très solennellement, à tous les officiers, non-officiers, en tout cas éléments des forces de maintien de l'ordre, qui se prêtent à ce jeu-là. Que c'est leur responsabilité individuelle qui est engagée et qui sera engagée. Qu'ils ne se réfugient pas derrière la formule habituelle. Nous, on ne fait que exécuter les ordres, nous, on ne fait que notre travail. Non! J'ai appris des philosophes qu'on ne fait pas le mal par devoir. On ne fait pas le mal par devoir. Chacun répondra de ses actes. Il y a bien des pays où les militaires ont refusé de tirer sur leurs compatriotes. Dans plusieurs pays, en Tunisie, dans plein d'autres, le détenteur du pouvoir avait dit tirer. Et les gens ont dit on ne tire pas sur nos compatriotes. Donc, il ne faut pas qu'on nous avance cet argument trop facile. Nous, on ne fait qu'exécuter les ordres. Vous exécutez les ordres pour abattre les cochons, ou les chèvres, ou les moutons. Ce ne sont pas vos compatriotes. Ce ne sont pas des êtres humains comme vous. Donc, ce sera la responsabilité individuelle de chacun. La deuxième chose, je voudrais dire à ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui, que si le front de l'extrême nord, la guerre contre Boko Haram, ne leur suffit pas,
si la guerre au Nozo ne leur suffit pas et qu'ils veulent ouvrir un troisième front à l'intérieur du pays, c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité. Parce que ça a commencé comme ça, dans le Nozo. Les gens sont sortis les mêmes nus. Ensuite, ils tendaient l'arme de paix. Et on leur enfonçait les côtes. Ils ont tendu l'arme de paix et on les a violés. Ils ont tendu l'arme de paix, on les a torturés. Ils ont tendu l'arme de paix et on a tiré sur eux. Parce que ceux qui encouragent la guerre dans le Nozo doivent être assez honnêtes pour retracer l'histoire. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand on a tiré sur les gens pour la première fois à Kumba et à Bamenda, personne ne portait même une machette ou une arme contondante. Les gens marchaient dans la rue avec l'arme de paix. Des vidéos existent. Donc si, de la même manière, ils veulent ouvrir un troisième front, à l'intérieur du pays, ils l'oublieront. C'est leur responsabilité. Mais je voudrais réitérer ici que je formule le vœu ardent que les prisonniers politiques, et je souhaite vraiment tous les prisonniers politiques, en particulier, et c'est tout à fait normal, en particulier les prisonniers politiques du MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, soient libérés en sorte de passer les fêtes de fin d'année en famille. Ils n'ont rien fait qui justifie qu'ils continuent d'être en détention. Mais je voudrais, pour terminer, dire que ceux qui aiment salir l'image du Cameroun et l'imputent à d'autres, s'ils veulent continuer à salir l'image du Cameroun, ils la saliront pour de bon à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Si nos camarades ne sont pas libérés avant la Coupe, ils saliront pour de bon